Le temps additionnel d'Esprit Sport avec les brûleurs de loups, Sacha Treille et Kyle Hardy. On est bien contents, hein, messieurs, d'ailleurs, de dire de nouveau que vous êtes des brûleurs de loups. Vous qui l'étiez, qui êtes repartis et qui le redevenez aujourd'hui. Ils sont vraiment fidèles. Eux, par contre, journalistes au Dauphiné Libéré, Éric Clair et à Télé Grenoble, Mathias Arez. Kyle, je suis très impressionnée par ton français. Tu as appris le français ici pendant pas très longtemps pourtant, donc vraiment, je te félicite. Merci. Sacha, Merci. toi, je crois que tu as appris l'allemand. Alors ça s'appelle un peu les casseroles. On passe toujours un petit peu par là aussi. Et tu t'en souviens pas, mais voilà, on a quelques traces, mais c'est pas vraiment de l'allemand. Regarde. Ça tombe bien, tu poses la question, est-ce que tu peux demander comment notamment Martin Massa qui est derrière nous a vécu cette saison à tes côtés, dans la langue que tu veux. En allemand. Le truf. Okay. Well, everything was, like I know, what the guy's going through. And Voilà, donc au moins, je sais pas, je crois bien que c'est Nicolas Tomasini qui a compris la question, hein, puisque Martine y a répondu. Ça revient maintenant ? Ouais, ça y est, ça revient. Et puis c'est des images assez marrantes parce que j'ai rencontré justement Martin Massa il y a pas plus tard qu'un petit mois avant de partir de la République tchèque, donc c'est marrant à voir. Ben oui, parce que regarde, alors on a les suivre, vous vous demandez ce qu'on fait avec des serviettes tout autour, c'est la faute à ça en fait. Juste après le titre, en 2007, Télé Grenoble avait posé son plateau en direct dans le vestiaire des brûleurs de loups, ça a donné ça, et on comprend pourquoi vous ne vous en souvenez pas complètement. On voit Teddy Trabichet aussi, qui était pourtant assez net. C'est joli, oui, c'était en placé, on faisait comme on pouvait, parce que celui qui en fait prenait la parole se prenait il y avait les gourdes en tout cas et voilà, mes papiers, voilà, moi qui avais tout préparé comme une petite souris avec vraiment le nom, les médias, etc. C'était tout parti à la flotte. Ah, on avait passé... évidemment, tu t'en rappelles pas. Pour ça, il faudrait qu'on ressorte l'émission. Voilà, vous gagnez le titre et nous, on ressort l'émission de 2007. D'accord ? Ça marche. On va faire ça comme ça. Il y avait un petit truc aussi... Justement, alors nous, on est très famille. On se souvient, donc on a rencontré tes parents. On voit ici Philippe et Véro, avec les parents de Chris Tartari, donc de Christophe et Stéphane. Tartari aussi, ils sont deux. Et donc ça, c'était pendant les demi-finales entre Grenoble et Rouen. Et c'est vrai qu'en fait, tes parents étaient toujours un petit peu à pas exactement savoir pour qui être. Alors quand tu jouais avec ton frère, forcément, il n'y avait pas de problème. Ils étaient à 100% pour Rouen. Et puis, ils s'entendaient quand même bien avec les Tartaris, qui finalement, ils étaient à fond pour Grenoble, tout en restant amis. Alors là, maintenant, ils sont pour Mulhouse, ils sont pour Grenoble, en fait, tes parents. Je pense pour un match comme demain, c'est sûr qu'ils seront pour Mulhouse, dans le sens où nous, au niveau du classement, il n'y aura rien qui va se passer, peu importe le résultat. Après, moi, si je dois jouer demain, en tout cas, c'est sûr que ça me ferait plaisir d'arrêter la série de 8 victoires d'affilée de mon frère. Oh. C'est moche, hein. Ah, Yorick, si tu nous écoutes, on va faire passer le message alors, ça c'est sûr. C'est le jeu, hein, de toute façon. C'est le sport. Mais ça doit pas être facile pour des parents quand même, hein, Ouais, c'est sûr. Après, moi, en tout cas, si je dois mettre à leur place, c'est quand même sympa d'avoir les deux enfants qui jouent à un certain niveau. Donc franchement, moi, je signerai tout de suite. Ça a l'air sympa. Puis ça va pas s'arrêter. Il joue au Kézak. Ouais, ça y est, il a commencé à Pardubice l'année dernière déjà, et il a continué, il s'est réinscrit cette année avec les Brûleurs de loups. Donc il est bien content aussi d'être un loup. Oui, un petit louveteau, parce que donc c'est ton grand qui a... 4 ans et demi maintenant. 4 ans et demi, voilà. Et le tout petit. Et le tout petit qui a 1 an, mais qui a déjà la crosse. Maintenant, il faudra juste arriver à le discipliner pour qu'il arrête de mettre des coups dans les vitres et dans son grand frère. Mais dès qu'on lui aura appris ça, il pourra peut-être s'y mettre s'il a envie aussi. C'est marrant ça finalement d'être parti à 2 et de revenir à 4 en fait. Exactement. 11 ans après. 11 ans après, c'est ce qui s'est passé. On est parti à 2 en Suède à 20 ans à peine et on avec revient Marjorie. Exactement, et on revient à 4. Et voilà, c'est super sympa, même si les nuits ont bien changé. Ah, oui, mais ça se voit pas. Hein. Bon, c'est bien. Voilà, ça c'est sûr. Dernière petite question.
On a pris notre temps, c'est vrai qu'on a tellement de choses à vous demander, on est tellement contents aussi de vous retrouver. Donc vous n'oubliez pas, donc Grenoble-Mulhouse, c'est ce mardi à 20h pour le compte de la Ligue Magnus, quelques jours on va dire avant le début des playoffs, et puis le All-Star BDL, donc voilà, et c'est pour célébrer les 10 ans du titre avec donc les légendes des Brûleurs de Loups qui vont être là. On annonce déjà Jeff Bonnard, sympa aussi de retrouver les anciens. Ouais, bah oui, c'est surtout, on les croise assez souvent, mais ça va être sympa de les revoir sur la glace. Après, j'espère qu'il ne me battra pas au shoot le plus fort, parce que sinon, je serais un peu dégoûté. Ah bah, ils ont leur statut de légende aussi à défendre. Hein. C'est ça. Allez, merci beaucoup, messieurs. À vous. Esprit Foot, les arrêts de jeu, merci d'être avec nous et avec les filles, avec Cindy et Sandrine qui cartonnent en Coupe de France et on l'espère aussi bientôt en championnat. Mathias. Ouais, on a évoqué justement la saison actuelle, le parcours du GF38. On voulait vous parler un petit peu de vos parcours. Vous avez un point commun. Toutes les deux, vous êtes passées par l'OL. C'est un club qui rayonne énormément dans la région et qui forme des joueuses de très haut niveau. Oui, bah là aujourd'hui, c'est un des plus grands clubs d'Europe, le meilleur club d'Europe, je pense. Voilà, moi on me parle de l'OL, c'est mon club de cœur, donc je ne peux pas dire de mal. Allez-y, vous parlez à un Lyonnais, donc il peut, ouais, tout voilà. Je l'ai dit. Mais non, c'est vrai que l'OL forme de très bonnes joueuses et aujourd'hui, on parle d'elles parce qu'elles ont des résultats et j'espère que ça va continuer pour elles. Bah, elles ont tous les résultats. Hein. C'est ça. C'est un hold-up. C'est pas aussi qu'une histoire de résultats, il y a aussi toute la politique du club qui a été mise en place. Enfin, j'imagine que tu le sais. Le président a fait en sorte que les filles soient reconnues et en soient à ce niveau-là. C'est un vrai passionné, il est là à chaque match, que ce soit en championnat, en Coupe de France ou en Ligue des Champions. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il est toujours là. Et ça, je pense que c'est important parce que les filles se sentent comme les garçons. Voilà, elles sont traitées de la même manière. Ligue des Champions que tu as remporté 2 fois et que tu as été finaliste aussi en 2010. On a un petit peu les deux cas de figure. Toi, tu as atteint l'équipe pro avec l'OL aussi. Toi, Cindy, non. Comment ça... Enfin, on est traité de la même manière à l'OL. Je veux dire, on vous accompagne vers le professionnalisme. On essaye de tirer le meilleur de toutes les joueuses qui font partie du centre, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. Après, nous, on a eu la chance... quand on était jeunes, d'être intégré à l'effectif pro, de s'entraîner tous les jours avec elle et tout ça. Et c'est une chance pour la progression, notamment. Et du coup, même si on ne jouait pas avec elle le week-end, on voyait quand même une grande différence. Et il n'y a que comme ça qu'on progresse aussi. C'est ta deuxième saison au GF38. Oui, c'est effectivement. Toi, c'est ta première. Comment, justement, vous en êtes arrivé là? Toi, tu es passé par Albi avec la D1. Et puis, Sandrine, toi, on connaît ta carrière. Comment on en arrive finalement dans un club ambitieux, finalement, de deuxième division? Bah, moi, vous savez, je suis plus toute jeune. Donc, non, c'est pas. Voilà, maintenant, non, mais je suis plutôt sur la fin de ma carrière et chercher du temps de jeu, et je cherchais un nouveau projet. Et voilà, moi j'aime le foot plus que tout, donc beaucoup de personnes m'ont dit « mais pourquoi tu vas jouer en D2 ?» Mais parce que j'aime le foot, simplement. Et voilà, et le projet du GF38 m'intéressait, et c'est pour ça que je suis venue ici. C'est 2 mondes différents quand même, le très très haut niveau. Oui, bien sûr, c'est voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on fait l'émission maintenant parce qu'on doit aller travailler juste après. Et voilà, c'est des conditions qui ne sont pas... les mêmes que j'ai pu connaître à Lyon. Mais voilà, aujourd'hui, je joue au foot, pas pour l'argent. Donc voilà, c'est pour le plaisir. Pour le plaisir. Et c'est pour ça que je suis venue au GF38. Et ça se voit, alors moi j'ai peut-être rabâché un poncif, mais il y a une finesse dans le jeu. C'est hyper agréable à regarder en fait votre jeu. Là on vient de voir aussi des tirs. On va pas comparer, on peut pas comparer avec les hommes en fait finalement. Vous avez vraiment votre manière de jouer, vous avez vraiment votre finesse à vous. Oui, c'est vrai. Après, chez les filles, on est beaucoup plus collectif déjà que les garçons et certainement plus à l'écoute. Mais oui, après, ça reste du foot. Hein. C'est du foot, mais c'est vrai. Avouons-le, le top 14, c'est le meilleur championnat du monde.
C'est vrai, c'est un des mieux organisés, c'est un des plus crédibles. Tous les joueurs de l'étranger, les meilleurs joueurs du monde veulent jouer ici en top 14. De là oui, avoir quand ils viennent, ils sont en retraite chez eux. Il faut dire aussi les choses comme elles sont. Dites-le. Ils n'ont pas 22 ans quand ils viennent ici. C'est quand ils sont plus pris chez eux pour l'équipe nationale. Effectivement, ils viennent dans le top 14 parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il faut dire les choses comme elles sont. Et voilà. Alors c'est une bonne chose, mais ça peut aussi être un inconvénient quand il y en a beaucoup. On le sait. Voilà, et si l'équipe de France aujourd'hui est à la difficulté, c'est parce qu'à certains postes, il y a beaucoup de joueurs étrangers. Il faut dire les choses comme elles sont. Et quand on dit le top 14, c'est le championnat le meilleur, ça ne veut rien dire. Puisque un Néo-Zélandais, par exemple, chez lui, ou un Australien, il ne joue pas dans le championnat domestique. Il n'y a pas de championnat australien. Il joue dans ce qu'on appelle une compétition avec les clubs argentins, les clubs néo-zélandais. Voilà, c'est comme si nous, il n'y avait que la Coupe d'Europe. Donc nous, il y a en plus un championnat domestique qui, effectivement, au niveau domestique, que ce soit le championnat anglais ou le championnat français, sont les plus forts. Ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que le niveau de ces compétitions est plus élevé que les leurs, loin de là. Alors, quelle est votre marge de manœuvre, justement, par rapport à ça? On sait que l'équipe de France n'a pas les résultats espérés, pour parler très poliment, évidemment. Cela dit, alors on sait que c'est vous, le président de la fédération, qui nommez le sélectionneur. Ce n'est pas le sélectionneur qui est sur le terrain. Donc, quelle est votre marge de manœuvre? Non, mais ça fait 10 ans que l'équipe de France est dans la difficulté. Et ça fait 10 ans qu'on dit que le sélectionneur, il n'est pas bon. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut se poser la bonne question. Est-ce que c'est la faute des sélectionneurs? C'est la question que je me pose. Donc, je crois qu'à certains moments, les sélectionneurs y étaient pour quelque chose. Mais je crois aussi que le mal est beaucoup plus profond et que les réformes que nous sommes en train de mettre, notamment au niveau de la formation, c'est un travail qui paiera dans 10 ans, avec former nos éducateurs via les 4 techniques de club que l'on va mettre dans tout le territoire, former nos éducateurs pour transmettre au niveau des écoles de rugby les meilleures attitudes, les meilleurs comportements, et ensuite, et là c'est très très important, quand on arrive dans 18, 19, 20 ans, les meilleurs, les suivre pour continuer à les développer, voilà, les accompagner, ce qui se fait dans toutes les nations, mais avoir un projet fédéral beaucoup plus près des clubs peut-être et beaucoup plus près de ces joueurs-là. Je crois que c'est ça qui fera notre réussite. Alors, on vous écoute à Grenoble, puisque nous avons des jeunes à Grenoble. Donc, on peut parler des Kylian Gérassi, Antonin Berruyer, par exemple, qui sont champions du monde des U20. Également, Gervais Cordin, qui était sélectionné, qui a eu quelques sélections aussi l'année dernière avec les U20 avant de se blesser. Grenoble est très formateur, on le répète, on le redit à chaque émission. On l'entend dans tous les discours. C'est l'ADN de Grenoble, c'est la formation. On forme des grands joueurs, on a plus de mal à les garder aussi. Donc est-ce que là aussi, il y a vraiment un travail de sape à faire vraiment auprès des clubs? Oui, mais ça a toujours été un club formateur, Grenoble. Mais il y a beaucoup de clubs formateurs. Je crois que l'ADN d'un club de rugby, c'est d'abord de former, c'est d'avoir des jeunes, de le former, parce qu'on sait aussi que les spectateurs, ils sont très fiers d'avoir des joueurs sur le terrain qui sont issus de leur région, de leur ville. Je le vois à Toulon, par exemple, où les Toulonnais étaient toujours plus insensés quand ils étaient Toulonnais. Voilà, un supporter Toulonnais, il préfère les Toulonnais que quelqu'un qui vient de l'extérieur. Je crois que ça, c'est partout pareil. Après, il y a effectivement formé des joueurs pour aller gagner les matchs internationaux. C'est pour ça que quand on me dit club formateur, je veux bien, mais notre équipe de France depuis 10 ans, elle ne gagne pas. Donc voilà, je voudrais qu'on dise on a des clubs formateurs qui forment des joueurs internationaux qui gagnent. Voilà, je le dis souvent, de 2000 à 2007, j'ai entraîné l'équipe de France. 8 tournois, l'équipe de France, elle a gagné 4. C'est pas parce que Bernard Laporte l'entraînait. C'est parce qu'à ce moment-là, durant ces 8 ans, le rugby français fournissait des joueurs meilleurs que les Anglais, meilleurs que les Gallois, meilleurs que les Écossais, meilleurs que les Irlandais. Et à partir de 2007, eh bien, ces nations-là se sont réformées, notamment, quand je dis les petites, c'est pas péjoratif, mais les nations où il y a peu de monde et peu de licenciés, l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse. Mais nous, on ne perdait jamais contre ces nations. Entre 2000 et 2008, on perdait très peu. Mais aujourd'hui, on gagne très peu contre eux. Parce qu'ils se sont réformés, ils ont mis 2, voire 3, voire 4 équipes sur lesquelles ils travaillent considérablement, sur lesquelles ils accompagnent les joueurs. Et force est de constater que ça a été une réforme payante pour eux. Et nous, pendant ce temps, on a eu effectivement beaucoup de joueurs étrangers qui sont venus dans nos clubs. Ça, c'est clair. Depuis 2010, pas beaucoup de clubs qui sont champions d'Europe. Un, c'est Toulon. 3 ans d'affilée, mais avec 5 joueurs français sur le terrain, donc c'était pas la représentativité du rugby français. Donc c'est tout ça qu'il faut bien dire. Et effectivement, il va falloir couper cette décadence, si je peux m'exprimer ainsi, et retrouver le chemin de la victoire avec notre équipe de France. Et pour ça, je le répète, c'est un travail en profondeur qu'il faut réaliser dès maintenant, parce qu'on a certes 2019, mais on a surtout 2023 en France. Et notre objectif, quand je me lève le matin, c'est de me dire, mais comment on va être compétitif en 2023 ? Donc comment on va mettre, et on y réfléchit, et on y travaille dessus, comment on va mettre tout, je dirais, les choses positives pour que nos joueurs progressent, pour que notre équipe de France regagne et qu'elle soit compétitive pour être championne du monde en 2023. Absolument.
L'extension d'Esprit Montagne. Extension, ça vous parle, hein, monsieur le moniteur de ski. On a fait exprès, c'est un petit jeu de mots. Voilà, c'est la prolongation de notre émission Esprit Montagne, toujours avec vous, Éric Gravier, directeur technique du syndicat des moniteurs. On va justement en apprendre plus avec vous et avec un moniteur dans l'âme, mais aussi compétiteur et passionné de ski, Georges Mauduit, médaillé d'argent aux mondiaux de Portillo. 66, bien sûr. Bah oui, on peut le dire d'ailleurs, Laurent Davier, on en parlait tout à l'heure hors plateau. Vous avez 78 ans, comme on dit. Pourquoi vous le dites à la Suisse? je le dis parce que, d'abord, pour la petite histoire, j'ai été élevé en Suisse jusqu'à mon arrivée à Méribel le 4 juillet 47. Voilà, donc c'était un petit peu un clin d'œil, puis ça se dit aussi même pas très loin d'ici, le 78. Mais on nous regarde en Suisse en plus, donc il n'y a pas de problème. Donc 78 ans, vraiment bravo encore, et toujours aussi passionné, toujours sur les pistes, vraiment. Ça fait partie de vous, ça. Oui, si vous voulez, c'est faire du ski comme on le fait maintenant, dans les conditions dans lesquelles on les fait, les préparations et tout, et la neige extraordinaire. Quel plaisir! C'est vraiment fantastique. Bon, on va vous revoir à Portillo quand même, pour bien savoir d'où on part. On part sur une course longue, sur des skis longs, sur une équipe de France qui gagne tout, qui a la pression d'ailleurs 2 ans avant les Jeux. C'est vraiment une toute autre époque. Oui, c'était des manches de géants qui faisaient 1,50, donc on était sur des temps finaux qui étaient à 3,20 quand même, avec des skis de 2,12. Donc il faut imaginer tourner avec ça, sur des pistes qui étaient un petit peu moins bien préparées, mais qui étaient quand même, ça allait. Donc c'était vraiment, quand on est arrivé, je pense que on devait reprendre sa respiration avant de pouvoir parler aux journalistes. Alors, je ne sais pas si on peut les revoir, donc ces images de Portillo, où, comme vous disiez, Honoré Bonnet, vous avez dit, de toute façon, il faut tout gagner. C'est comme ça qu'il le disait? Oui, il n'y avait pas le choix. Vous savez, c'était, je vais pas dire que c'était le régime militaire, mais c'était presque ça. Donc, il avait monté deux équipes qui étaient en fait 2 commandos. Il y avait 16 garçons d'un côté, 14 filles, et pas des moindres. Donc, et puis, il faut dire aussi, c'est que si les filles gagnaient, il n'était pas question que nous, on ne gagne pas derrière. Donc, il y avait une émulation, il y avait un truc fantastique. Et elle gagnait, en plus. Donc, elle gagnait, tout le monde gagnait. Elle gagnait beaucoup. Oui. Mais là, vous n'aviez pas la première place cette fois-ci. Pas cette fois. Bon, on se contentait, on le disait, un très très bon temps, du coup. 3,19,93, Ah, absolument. Comment est-ce que vous voyez, alors encore une fois, on vous voit skier ici avec un bonnet, donc, et non pas avec un casque, ça allait très très vite, c'était une équipe de France qui gagnait. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez vu cette évolution du haut niveau, essentiellement, avec peut-être des skieurs de plus en plus spécialistes? On rappelle Kili a remporté le spécial, le géant et la descente. Aujourd'hui, on ne peut plus voir ça, on pourrait le voir de nouveau? On le verra plus. On le verra plus. Ça sera difficile. L'homme à tout faire, ou la fille à tout faire, ça va être assez difficile, encore pas chez les filles. Chez les filles avec Chiffrine, mais chez les hommes, ça va être compliqué. C'est plus compliqué. Ça veut dire que les filles savent faire plus de choses? Non, ça veut dire qu'il y a une densité chez les hommes dans chaque discipline qui est énorme et qui fait que pour aller de la descente au slalom, il faut vraiment être un extraterrestre, quoi. Je crois qu'il faut aussi dire une chose, c'est que c'est plus le même sport. Il est difficile de comparer notre période à nous de maintenant. Nous, on avait 10 nations en face de nous. Enfin, avec nous, il y avait 10 nations, pour être précis. Et maintenant, il y a 24 nations qui sont structurées. Il y a 6 cellules individuelles. Je crois que c'est à peu près les chiffres. Donc, c'est plus du tout le même sport. Les préparations, nous, on avait déjà des préparations assez extraordinaires, bien arrosées. C'était un peu comme là-dessus. Mais aujourd'hui, les préparations sont complètement différentes. Les tracés ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses. Le matériel, quand on voit qu'en slalom, on en est à des skis de 1,60 m ou 66, c'est pas du tout pareil que quand on avait 2,03 au pied. En géant, c'est pareil. Tout a évolué, c'est difficile de comparer. Comparer les épaules. Je crois qu'il faut... Vous voulez que je vous dise vraiment? Oui. Moi, je tire mon chapeau aux jeunes de maintenant et à notre équipe en particulier,
parce qu'ils tirent très bien leur épingle du jeu. C'est très, très serré. Puis je rajouterais aussi quelque chose, c'est un peu d'émotion. C'est que quand on a vécu ce qu'ils ont vécu il y a un an, la disparition de David a été quelque chose qui a été ressenti par nous de façon intense. Mais quand on est dans une équipe et qu'on perd un coéquipier, dans ces circonstances-là, nous, on a été confrontés à ça avec Michel Boson. Et je peux vous dire une chose, c'est que repartir après, c'est assez dur. C'est assez dur. Et je dis bravo les descendeurs, bravo même tout le monde. Je dirais que toute la famille du ski, toutes les disciplines a été touchée. Je me souviendrai toujours d'une interview, de réaction de Martin Fourcade à ce sujet-là. Et j'ai dit, c'est vraiment l'esprit d'équipe de France, des équipes de France qui jaillit. Et je crois que ça, chapeau. Georges, justement, vous êtes président des Amis du ski français. En quoi consiste cette association ? L'association des Amis de l'équipe de France a été créée en 1955. C'est une vieille dame, comme on dit. Et pour venir en aide aux coureurs, en cas de blessure, et puis aussi éventuellement pour reprendre des études ou finir des études. Et puis lorsque Michel Vion est devenu le président de la fédération, il m'a proposé de m'en occuper. Et donc j'ai accepté. Et puis... D'abord parce que Michel, c'est quelqu'un à qui il est difficile de refuser quoi que ce soit. Oui, et puis également, j'ai soif d'apprendre. Et je savais qu'à son contact, j'allais apprendre de nouvelles choses. Parce que y a beaucoup de choses à mettre en place. Le sport ski est le sport le plus accidentogène avec la moto. Mais il est beaucoup plus traumatogène parce que ça dure beaucoup plus de temps entre le moment où on a l'accident et le moment où on peut enfin revenir à notre passion. Et pendant ce temps-là, il faut quand même entretenir les choses. Et puis, il y a des fois où c'est terminé et il faut reprendre des études. Et puis aujourd'hui, on l'a vu souvent, reprendre des études en ce moment, c'est très très cher. Et donc, on vient souvent aider les filles et les garçons qui en ont besoin pour passer un master, pour pouvoir avoir une reconversion confortable après les heures de gloire qu'ils ont eues ou une fois que les feux de la rampe se sont éteints. Merci encore beaucoup, messieurs, d'avoir été là et très très belle saison à vous.